Le grand requin blanc, le prédateur parfait. L'un des animaux le plus incompris de l'océan. En 2003, un émetteur électronique enregistre la mort soudaine de l'un de ses prédateurs redoutés. Ce spécimen de 3 mètres a été pris en chasse et dévoré par un mystérieux monstre marin. Découvrir ce qui a tué notre requin est devenu pour moi une mission. C'est presque une drogue. L'obsession d'un homme pour retrouver ce tueur de requins. C'est bon, on a quelque chose! Va le mettre sur la piste de l'ultime prédateur des abysses. Fin 2003, j'étais à Bremer Bay quand j'ai appris que des cachalots s'étaient échoués. Je n'avais jamais vu un spectacle sauvage aussi impressionnant. Quand on est arrivé sur les lieux, il n'y avait que 6 mètres de fond à l'avant du bateau, mais 13 grands requins blancs nous encerclaient. C'était grandiose. L'atmosphère était vraiment magique. Dave Riggs a été engagé pour filmer le marquage de grands requins blancs. C'est le premier programme de cette ampleur en Australie. On s'est arrêté juste devant les cachalots et on a jeté l'ancre. C'était une erreur. Instantanément, 2 grands blancs de 3 mètres se sont attaqués au canot. Ça ne faisait pas peur, mais c'était intense. Il y avait des requins partout, des gros. L'équipe scientifique doit poser des émetteurs satellites sur des individus adultes pour suivre leur déplacement le long des côtes australiennes. J'en ai regardé un, une femelle, et je me suis dit que c'était un animal superbe. Elle ne faisait que 3 mètres de long, elle n'avait pas une seule cicatrice. Quand elle s'est approchée, on aurait dit qu'elle paradait. Elle nageait avec beaucoup d'assurance. Elle s'est collée au canot et le biologiste a pu lui poser l'émetteur sans aucune difficulté. Conçue pour rester fixée au dos du requin pendant 12 mois, cette balise GPS est équipée de capteurs multiples qui enregistrent et stockent des informations en permanence. La balise remonte ensuite automatiquement à la surface et les scientifiques peuvent analyser les données. L'émetteur est très profilé et peut descendre jusqu'à 2000 mètres de fond sur le dos du poisson. C'était l'appareil idéal pour ce requin. 3 ou 4 minutes plus tard, un gros mâle est arrivé, très énervé. Il nageait autour du bateau, la tête hors de l'eau, et nous regardait. C'était très inquiétant, mais la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de filmer. L'animal a fait le tour du bateau 3 ou 4 fois. Il a plongé vers le fond, qui n'était qu'à 6 mètres. Il a pris de l'élan pour ensuite foncer droit sur nous. Dès que le requin nous a percutés, c'était le chaos. J'ai cru qu'on allait chavirer. Il a attrapé le bateau par le côté. Et là, j'ai cru qu'on était cuit. C'était terrifiant, sincèrement. Il essayait de nous faire tomber à l'eau. On a dû le frapper avec les rames pour qu'il lâche prise, ce qu'il a fait. Mais il est revenu à la charge et nous a percutés 3 fois. On a fini par couper l'amarre et rejoindre le rivage. J'avais toujours eu beaucoup de respect pour les grands blancs,
Mais voir cet animal si enragé m'a sidéré. Je n'aurais jamais cru ça possible. Quatre mois plus tard, un promeneur trouve un émetteur satellite sur la plage, 4 km plus loin. C'est celui que les scientifiques ont posé sur la femelle baptisée requin alpha. Une fois analysées, les données révèlent un événement surprenant. Pendant ces 4 mois, le requin alpha a longé les côtes de l'Australie occidentale et parcouru plus de 4000 km. Mais les dernières données enregistrées à 70 km de Bremer Bay sont incompréhensibles pour les biologistes. Le 24 décembre, à 4 heures du matin, la femelle a brutalement plongé à pleine vitesse jusqu'au plateau continental. On voyait une descente vers le plateau à 580 mètres, puis un brusque changement de température. En quelques secondes, les capteurs thermiques de la balise passent de 8,8 degrés, la température de l'eau, à 26 degrés. Une seule explication possible. Le requin s'est retrouvé dans le ventre d'un autre animal. La première question qu'on s'est tous posée, c'est « Qu'est-ce qui a pu faire ça ?» Le requin a été dévoré. Quel animal peut manger un requin si gros et tuer un grand blanc de 3 mètres? Pendant 8 jours, l'émetteur indique 26 degrés et oscille entre la surface de l'eau et 100 mètres de fond, avant de remonter définitivement à l'air libre. Cela ne fait plus aucun doute. Le grand requin blanc, considéré comme l'ultime prédateur de l'océan, a été attaqué par plus fort que lui. Pourquoi c'était arrivé à cet endroit? Qu'est-ce que ça pouvait être? Il fallait que je le sache. Pour mener son enquête, Dave Riggs met au point des caméras capables de filmer dans l'eau le comportement imprévisible de grands prédateurs marins. C'est devenu une obsession. Je ne suis pas le seul à avoir connu ça. Parfois, un événement fait tout basculer et on ne peut pas lâcher prise. Pendant plusieurs années, il multiplie les preuves d'une activité aquatique inhabituelle à cet endroit. Il établit rapidement un schéma récurrent. Les prédateurs marins se rassemblent dans une zone océanique restreinte, chaque année pendant 6 semaines, non loin de l'endroit où le requin alpha a disparu. Dave Riggs vient de découvrir par hasard un véritable vivier de grands prédateurs. Des cartes de pétrole et de gaz du fond océanique révèlent un extraordinaire monde sous-marin. Directement sous la zone prédatoire, le Bremer Canyon s'étend entre le fond océanique et le plateau continental. C'est une immense crevasse 2 fois plus profonde que le Grand Canyon. Quand j'ai eu cette information, je me suis dit, c'est là. Il doit y avoir là-dedans des prédateurs capables de manger un grand requin blanc. D'après Dave Riggs, 3 super prédateurs patrouillent dans cette zone. Suspect numéro 1, l'orque. On en a observé beaucoup dans le canyon ces dernières années, au moment où notre requin a été tué. Si un grand blanc pénètre sur son territoire, il peut y avoir du grabuge. Suspect numéro 2, le calmar géant. On a des preuves. Des cachalots se sont échoués sur une plage de la région avec d'énormes traces de ventouse sur la tête. C'était l'œuvre d'un calmar géant d'au moins 6 mètres. Ils sont agressifs, ils chassent seuls. C'est une possibilité. Suspect numéro 3, un autre requin blanc. Il y en a par ici. Ils sont gros, agressifs et cannibales. Un très gros requin pourrait bien s'en prendre à l'un de ses congénères. Après avoir passé 10 ans à travailler seul, Dave Riggs se met aujourd'hui en quête d'un partenaire pour l'épauler et financer une expédition.
Peter Hodgson organise des sorties en mer à Bremer Bay. Il est le premier à accepter. Je suis intrigué de voir ce qu'on va trouver. C'est tout l'intérêt de participer à l'expédition. C'est pour ça que je suis prêt à apporter toutes ces modifications à mon bateau. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'opportunités comme celle-là dans une vie. Prends-le par le côté. Pour capturer un super prédateur dans les eaux dangereuses de l'océan austral, Dave Riggs a besoin de matériel de compétition. Je dois penser à tout, des boulons au papier toilette, en passant par des tambours de treuil de 3 tonnes pour tracter ma caméra sous-marine. C'est bon, parfait. Beau boulot. Des biologistes participent aussi à l'expédition, qui va durer 3 semaines. Tout à bord est conçu pour retrouver la trace du monstre marin. Beaucoup d'expériences scientifiques sont prévues à bord et il faut absolument vérifier que tous les éléments sont opérationnels avant le départ. Il devrait pivoter de droite à gauche. Demande à Dave s'il le voit. Ok. Michel Blewett et Scott Sheehan observent les grands mammifères le long des côtes australiennes depuis plusieurs dizaines d'années. Leur espèce de prédilection est le suspect numéro 1 de Dave Riggs. L'orque. Je vais te montrer notre document clé. C'est le relevé de l'émetteur quand il était sur le requin et quand le requin était dans le ventre de l'animal. Qu'est-ce que tu en dis? La profondeur à laquelle l'émetteur évolue une fois avalé correspond à celle à laquelle les orques descendent. Contrairement à la profondeur indiquée ici, quand l'émetteur était encore sur le requin vivant. En revanche, la température ne correspond pas tout à fait car elle reste dans les 25 degrés. Dans le ventre d'un mammifère marin à sang chaud, elle devrait être similaire à la nôtre. Mais on sait aussi que la température du corps peut fluctuer en fonction de sa position géographique. Et en plus, nous avons déjà la preuve, dans d'autres régions du monde, que les orques chassent le requin. L'expédition se dirige vers le Bremer Canyon, à 70 km des côtes. Là où se concentre l'activité des grands prédateurs et où le requin alpha a disparu. Le premier objectif est d'identifier les espèces qui chassent dans cette zone prédatoire. Je vois 2 groupes. En quelques minutes, le bateau est cerné par les mammifères marins. Droit devant! À 100 mètres! Elles repartent à bâbord. Des orques sont là. Elles sont venues en repérage. Le groupe principal est derrière nous. On va essayer d'en filmer quelques-unes pour les identifier. C'est génial. Dave Riggs prépare l'une de ses inventions. On va descendre mon dispositif vidéo tracté. Une caméra filme devant et l'autre derrière. On va peut-être voir ce que mangent les orques. Mais descendre le dispositif dans l'eau est plus simple à faire quand le bateau est à l'arrêt. Il est à l'envers, ça ne va pas. Pourquoi il se retourne? On vient de perdre 2 caméras. Elles ont pris l'eau. C'est pas croyable. Peu d'orques ont été observés dans les eaux australiennes. Une fois les caméras remplacées, Dave Riggs espère filmer des images inédites de leur mystérieuse vie sous-marine. Un grand nombre d'individus parcourent en famille des milliers de kilomètres dans l'océan austral. Mais personne n'a jamais réussi à les filmer le long de la côte de Bremer Bay. Ah, c'est hyper stressant. Attention, les voilà! Regardez, elles s'amusent! Oh, c'est incroyable! Oh, regardez celle-là! Elle remonte! Là, elles ont pris des poissons en chasse! Vite! Sous le bateau!
Elles sont partout, c'est dingue! Ça filme toujours? Oui. La caméra sous-marine de Dave Riggs livre des images féeriques d'un autre monde. Alors? C'est incroyable. T'avais raison, elles sont là. On a vu au moins une femelle, avec un petit très jeune. Une orque plus grosse qui pourrait être un mâle adulte. Il y a aussi 2 petits groupes ici. Et tu dis qu'il y en a d'autres là-bas? L'un de ces mammifères gracieux serait-il le tueur du requin alpha? Les orques seraient-elles les super prédateurs des mers? On n'avait jamais vu une telle concentration d'orques dans les eaux australiennes. C'est incroyable. Elles étaient là où tu l'avais prédit, dans la région du canyon. Elles ne font pas que passer par là. On les a vues se nourrir, pour chasser quelque chose dans l'eau. Quoi? On ne sait pas encore. On a vu un petit. Peut-être qu'elles viennent se reproduire et élever leurs petits. En tout cas, c'est une zone très importante. Sur cette photo, les 2 petits jouent ensemble et nagent sur le dos. Les orques peuvent se montrer très agressives quand il s'agit de protéger leurs petits. Si ce territoire fait office de crèche, elles sont prêtes à le défendre jusqu'à la mort. Regarde la taille de son aileron dorsal. Ah, il est énorme. Là aussi, c'est lui. Il nage avec une femelle. Je présume que si un grand blanc pénétrait sur leur territoire, un mâle de cette taille serait capable de le tuer. Oui, il doit être assez gros. Absolument. Après 4 jours d'observation, les preuves sont formelles. Les orques se concentrent sur une activité spécifique au centre de la zone prédatoire. Reste à découvrir de quelle activité il s'agit. Dave Riggs profite d'une mer calme pour lancer son petit sous-marin télécommandé. Appuie sur le bouton au bout et la tige va sortir. Il est conçu pour explorer les profondeurs du canyon et enregistrer toute information qui sort de l'ordinaire. On le met à l'eau face au vent ou on le fait pivoter? Face au vent pour qu'il ne percute pas le bateau. Ah, bien sûr, j'aurais appris ça à mes dépens. On y va? Ah, il est parti, ça y est. Super. Il va passer la zone en revue toute la nuit, là où les orques se nourrissent activement. On va l'envoyer à 1000 mètres de fond. Ce dispositif est conçu pour enregistrer les traces de nutriments, d'hydrocarbures et de carburant. Tout ce qui est susceptible d'attirer les animaux marins en masse. C'est le meilleur moyen de savoir. Le pauvre, j'ai peur pour lui. Les orques approchent. L'équipage coupe les moteurs et Michel déploie un micro sous-marin. Tu les entends? Elles font clic. Ce qu'il y a de super avec la caméra et le micro, c'est qu'on voit leur comportement à la surface et en même temps, on entend ce qui se passe sous l'eau. À mesure qu'elles approchent du bateau, les orques sont nerveuses et communiquent par vocalisation. C'est de la communication passive. Elles écoutent plutôt que d'être actives, à moins qu'elles aient besoin de se regrouper. On dirait qu'elles entrent en action.
Et il y a tout un groupe d'oiseaux marins et les orques soufflent beaucoup d'eau. Elles sont peut-être en train de se nourrir. Si c'est le cas, avec un peu de chance, il y a d'autres espèces autour d'elles et c'est précisément ce qui nous intéresse. J'étais un peu sceptique ce matin, mais la météo a l'air de tourner. Maintenant que les orques sont en chasse, l'équipe envoie un photographe prendre des clichés aériens. Tu m'entends bien? Terminé. Oui, je t'entends. On a au moins une douzaine d'orques devant nous. J'aimerais bien savoir ce que vous voyez si vous montez à 1000 ou 800 mètres. Terminé. On est à 700. Je vois quelque chose. Elles sont sur le dos. Oui, elles se nourrissent. Super, merci. Elles ont trouvé à manger. Ils ont vu quelque chose à la surface? Oui, sur le dos. Gros ou petit? Oh, on ne sait pas, mais s'ils le voient d'en haut, ça doit être assez gros. Je vais essayer d'accélérer, mais je ne peux pas faire beaucoup mieux. Elle mange! Elles mangent, regardez, c'est la folie. Waouh, regardez! Le photographe aérien immortalise cet événement très rarement observé. Je me demande ce qu'ont trouvé les oiseaux. Scott, tu peux photographier ce qu'ils mangent? Il faut qu'on sache ce que c'est. Quel genre de poisson? Christian, t'as un filet? Stop! Je peux pas, j'ai la caméra tractée. Une orque est remontée et s'est couchée sur le côté. J'ai vu de la chair dans sa gueule et c'était blanc. Il y a plein d'oiseaux. Ils s'arrachent un morceau de poisson. J'ai vu que c'était blanc et gélatineux. Je sais pas ce que c'était. Quelques instants plus tard, la mystérieuse partie de chasse terminée, le comportement des orques change brusquement. Elles se dirigent droit vers le bateau. Regardez! C'est génial. Elles sont partout autour de nous, je sais pas trop par où aller. Il y a la femelle qu'on a vue le premier jour avec son petit. On est cerné par une vingtaine d'orques. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont une coloration jaune, ce qui indique qu'elles viennent de remonter de l'Antarctique. Et pourquoi frappent-elles l'eau avec leur queue? C'est dirigé contre nous ou c'est entre elles? Elles le font avec la tête aussi. Et elles font ça à une certaine distance du bateau. Donc c'est pour communiquer entre elles. Et c'est peut-être une parade nuptiale. Les coups de queue sont sans doute un signe d'agression. Juste là, regardez! C'est vraiment extraordinaire. Elles se montrent très sociables avec nous et entre elles. Regardez, on voit leur petit. Regardez, c'était un petit. Ouais, il joue avec un autre. Oh, ça me donne envie de pleurer. Je suis trop sentimentale. Ce comportement social, associé à la présence de petits, indique qu'il s'agit certainement d'une crèche, réservée à l'éducation des jeunes orques. Si un grand requin blanc pénétrait par surprise sur ce territoire, il n'aurait sans doute aucune chance d'en sortir vivant. Il faut qu'on approfondisse nos recherches, car ce type de comportement n'a jamais été observé dans l'hémisphère sud. En tout cas, pas jusqu'à présent. C'est inédit. Personne n'a jamais filmé ça. C'est incroyable. De retour à terre, l'équipe rejoint Mark Norman, un biologiste australien de renom. Sa première mission consiste à identifier le mystérieux morceau de poisson consommé par les orques quelques heures plus tôt. Voilà les images. Vous allez voir, c'est intéressant. N'oubliez pas qu'on est très haut. Peter nous a demandé de descendre, mais on ne voulait pas leur faire peur. Si on l'agrandit, on perd un peu en qualité, mais... Oui, il y a un calmar. On le voit à la couleur de la peau. C'est quoi l'échelle? On peut avoir une idée de la taille? L'orque en noir fait environ 4 mètres.
Et ce qu'on aperçoit en blanc fait environ la même taille. Pour moi, c'est le manteau d'un calmar. Le manteau, c'est le tube qu'on découpe pour faire des beignets. Ça, c'est l'orifice où la tête est rattachée au corps. La couleur correspond à une espèce de gros calmar à la peau rouge. Ça y ressemble vraiment. Et c'est très probable dans cette zone. On n'a jamais pu observer en Australie un lien entre des orques en train de se nourrir et de gros calmars remontés à la surface. C'est la seule photo que vous avez? Non. On en a d'autres. On en a d'autres. Ce qui est étonnant, c'est que la tête et les tentacules ont déjà disparu. Ça veut dire qu'elles ont commencé à le manger avant. J'aperçois du blanc en dessous. On dirait une nageoire arrachée sur le flanc. Si cet orque mesure 4 mètres, c'est un énorme calmar. Continuez, je veux en voir plus. La dernière photo, c'est celle-ci. On ne voit pas grand-chose. Il est gros, particulièrement gros. Je ne sais pas ce que c'était, mais les orques ont mangé ça comme de la barbe à papa. C'était super... Rapide. rapide. Si c'est le cas, ça confirme ce que je disais. C'est dur d'avaler un requin rapidement. Non, ça a l'air beaucoup plus gros. Si ce n'est pas le plus gros des calmars géants, je ne sais pas ce que c'est. Ce qui laisse plein d'autres possibilités. C'est très intéressant. On avait fait le plus facile. Maintenant, il fallait descendre. Pour filmer le fond océanique, l'équipe assemble un dispositif télécommandé adapté au grand fond. Les 4 caméras sont protégées par des coques capables de supporter une pression phénoménale. L'objectif est de traquer le suspect numéro 2, le calmar géant. Mais avant, Mark Norman veut faire une petite démonstration à Dave Riggs. Je vais vous prouver que ce n'est pas un calmar géant qui a mangé votre requin. Même s'il est absolument énorme, un calmar a une bouche très étrange. Voici la réplique exacte de la bouche d'un calmar de 15 mètres de long. Elle a un bec en 2 parties, et en dessous, une langue couverte de dents pointues. Ça lui permet de mâcher la chair le plus possible pour la transformer en liquide. Si tous les calmars, les pieuvres et les seiches ont un cerveau circulaire avec un trou au milieu, c'est parce qu'il s'est développé autour du tube digestif et de l'ésophage. La chair doit être liquéfiée pour passer par le cerveau. Ce qui veut dire qu'il n'a pas pu absorber un émetteur dans son estomac. C'est impossible physiquement. Il y a de quoi vous arracher un bras, hein? Tout à fait. Le céphalopode ne possède peut-être pas les armes nécessaires, mais d'autres prédateurs marins ne feraient qu'une bouchée d'un grand requin blanc. Si Dave Riggs parvient à prouver que le canyon est peuplé de calmars géants, cela expliquerait déjà pourquoi les orques se réunissent ici en masse. Ils sont en train de revenir vers nous. On essaie de les rejoindre pour les regarder chasser. Elles sont juste en dessous. On les a? Regardez ça. Elle vient nous dire bonjour. C'est incroyable, regardez. Regardez entre les coques. Incroyable. On doit avoir un bateau qui plaît aux orques. Quelques instants plus tard, l'océan leur envoie un signal. Un événement se prépare dans les profondeurs. Vous sentez? Qu'est-ce que c'est? Encore un mystère, je sais pas. Qu'est-ce qui peut perdre autant de pétrole? Ce n'est pas une petite fuite, c'est une énorme quantité. Il y a peut-être un formidable festin là-dessous, d'où les bulles à la surface. L'odeur du liquide qui se mêle à la colonne d'eau attire peut-être les animaux. On peut pas savoir. On remonte vers la nappe de pétrole face au vent. À une extrémité de la flaque, il y a les orques. Les oiseaux se rassemblent autour d'elles, comme toujours. Dès que les orques plongent, les oiseaux s'arrachent les restes à la surface. C'est un tentacule de calmar. Un tentacule de calmar, vous pouvez le prendre en photo? Je pense. Je vais essayer de m'approcher. Attrape-le. Ah, elle l'a perdu.
Mark a fait des photos en gros plan de là-haut. C'était un tentacule de cette taille. Malheureusement, il a coulé. On n'a pas pu prélever d'échantillons. Ce qui est bon signe, c'est qu'un calmar a été tué par ici. On ne sait pas quelle taille il faisait. C'était peut-être le bout d'un tentacule ou un tentacule entier, ce qui veut dire qu'il serait petit. Mais si on l'associe à l'activité relevée par les capteurs, ça devient très intéressant. Il se passe quelque chose, ça commence vraiment à bouger. Plus vite on mettra les caméras à l'eau, plus vite on saura ce qui se passe à 200 mètres de fond. L'équipe envoie son sous-marin espion pour analyser la colonne d'eau. L'objectif est de savoir où les prédateurs de grand fond sont les plus nombreux. Le sous-marin a identifié 2 cibles à explorer. La première est à 70 mètres, une zone encore éclairée par le soleil. La seconde est à 700 mètres de fond, où règne un froid glacial et l'obscurité la plus totale. C'est dans l'un de ces 2 univers que l'équipe espère apercevoir un prédateur capable de tuer un grand requin blanc. Dès qu'il sera à l'eau, on remettra les sangles. Tu t'attaches, s'il te plaît. On va vérifier que ça marche. Attendez, stop! C'est bon, on le descend. Déroulez le câble! Le dispositif de grand fond est équipé d'un sonar, capable de détecter le moindre mouvement dans un rayon de 500 mètres. Reliés au bateau par un kilomètre de câble en acier, les caméras transmettent leurs images en direct. Regardez! Regardez, une méduse! Ah, il y a du monde. C'est animé. Oh, je vais m'asseoir. La télé-réalité de Bremer Canyon. On va essayer à plusieurs profondeurs et voir ce qui se passe. À 70 mètres, c'est là qu'il y a le plus d'activité végétale. Tout le phytoplancton. C'est dense, car il se passe plein de choses. C'est encourageant. Il doit y avoir de gros animaux, surtout la nuit. Ils doivent venir manger ici. Après, tout est une question de chance. Il faut réussir à les filmer avec nos caméras. J'espère qu'on va croiser un très gros poisson. Mais ce sera peut-être plus au fond. Mark a proposé de rester éveillé 48 heures d'affilée. À la vitesse de 3 mètres par minute, le dispositif vidéo descend vers le fond océanique. Tous ces petits points blancs sont des organismes vivants. On a l'impression de voyager dans l'espace, surtout quand on croise une créature extraterrestre, comme cet animal bizarre. C'est un polychète, un ver marin. Même par 500 mètres de fond, il y a encore plein de bestioles. Encore une crevette. On sait qu'on est en eau profonde car elle est rouge. Les pigments rouges nécessitent moins d'énergie à produire que les noirs. Alors beaucoup de crustacés de grand fond sont rouges vifs. Ce qu'on voit aussi beaucoup en eau profonde, ce sont les méduses. De temps en temps, on croise un poisson. Toute la chaîne alimentaire est représentée. Des minuscules organismes aux gros prédateurs, comme les requins et les orques. Voilà un calmar. On en voit de toutes sortes, du plus petit au calmar géant. Regardez comme ils sont rapides quand ils passent dans la lumière. Ils attrapent à manger au passage. Traquer un calmar géant dans l'océan, c'est chercher une aiguille dans une meule de foin. Il faut déjà s'estimer heureux de voir quelque chose. On ne sait jamais ce qu'on va trouver. Il faut croiser les doigts pour que ce soit gros. Au petit matin, le sonar détecte une masse à déplacement rapide, juste avant que la transmission avec la caméra soit interrompue. Après 3 heures de remontée, l'équipe découvre que le dispositif est gravement endommagé. C'est pas bon. Il s'est entièrement retourné et le câble en fibre optique a été sectionné. Donc on ne peut plus utiliser ces caméras. C'est la fin de l'aventure pour ces caméras sous-marines.
mais leur voyage dans les grands fonds a laissé des traces. C'est quoi? Je sais pas, C'est visqueux? c'est pas du sable. C'est pas granuleux. Tout autour du bateau et sur plusieurs kilomètres, un dépôt mystérieux apparaît à la surface. D'où vient cette nappe? Il faut la suivre. Tu crois? On peut suivre la nappe, Peter? Merci. Allons à l'avant pour voir où elle va. Ok, j'y vais. Ce serait bien d'en prélever un peu. C'est tout frais, non? Oui, ces taches lisses à la surface sont des nappes, où le courant concentre des éléments. Pour faire des analyses, Mark doit prélever des échantillons. Là, un peu plus à droite, sous l'oiseau. Ah, il y a à boire et à manger là-dedans. On va enlever ce qu'on peut. Dave Riggs pense que cette nappe marque la fin de la saison d'abondance dans la zone prédatoire. Les premières analyses révèlent une bactérie toxique qui s'épanouit quand les nutriments viennent à manquer. Les orques ont disparu de la circulation et la colonne d'eau est en effet devenue déserte. On va devoir passer à l'étape suivante. Les origines de l'abondance de nourriture dans cette zone se cachent à 1000 mètres au fond du canyon. Des fuites d'hydrocarbures ont été découvertes par des chercheurs de pétrole et de gaz. Elles pourraient être source de vie. Du pétrole, du méthane et des nutriments remontent de la croûte terrestre et s'échappent par ces fissures. Dans les profondeurs obscures et froides de l'océan, ce mélange est un véritable élixir biologique. Autour de ces fuites, la faune aquatique est d'une étonnante richesse. Des vers tubicoles, des régiments de crabes yétis et des bancs de poissons immenses rôdent dans les parages. Au cœur de l'été, une quantité importante de semences remonte à la surface. C'est une source de nourriture très riche pour toutes les espèces marines. Dave Riggs pense qu'elle motive ce rassemblement annuel de grands prédateurs. Martin Hovland est géologue marin. Il est spécialisé dans l'étude des fonds océaniques. Et il a sa petite idée sur la zone prédatoire. Bonjour. Ça va? Super. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Enfin. D'après Martin Hovland, les hydrocarbures fuitent dans le fond océanique par un gigantesque tunnel de sel. Un phénomène géologique qui agit comme un engrais surpuissant. Voilà l'endroit où nous sommes en ce moment, Bremer. Et ça, c'est la zone que nous avons explorée. Vous voyez ces canyons? Vous êtes entre deux canyons. Ouais. Pour moi, c'est le signe qu'il y a un point faible à cet emplacement. Toute rivière qui se trouve dans l'alignement va présenter le même point faible dans la croûte, mais à terre. On voit que la rivière Bremer est dans l'alignement du Hood Canyon, qui est à côté de votre site. Ouais. S'il y a des infiltrations sur le fond océanique, elles doivent aussi être décelables sur la terre ferme. C'est donc une zone très riche. Compte tenu des quantités importantes de poissons et de la présence des orques dans les parages, les grands requins blancs restent en eau profonde. Des observations scientifiques ont prouvé qu'ils circulaient au large de Bremer Bay. Leur parcours hypothétique a même été tracé. Dave Riggs pense qu'il pourrait faire des allées et venues avec un vivier de requins tristement connu, situé plus à l'est, dans les îles Neptune.
Il se joint à l'une des premières expéditions de recherche organisées pendant l'hiver dans ces îles. La Fondation Fox étudie les grands requins blancs dans cette région depuis plus de 40 ans. Rachel Robbins est la biologiste de l'équipe. Andrew Fox dirige l'expédition. Leur première mission consiste à remonter un récepteur acoustique resté au fond de l'eau depuis 18 mois. Ils vont ouvrir la grille, l'un d'eux va sortir de la cage, se précipiter au fond et récupérer le récepteur. C'est potentiellement dangereux. Ils ont déjà vu des requins d'au moins 5 mètres ici. Un gros requin pourrait approcher pendant que le plongeur est à l'extérieur de la cage. Aucun squale n'a été vu dans cette zone durant ces 2 derniers jours. Mais ce n'est pas pour autant un gage de sécurité. Une fois l'appareil localisé, un plongeur descend seul au fond de l'eau. Il attache l'appareil à une corde et remonte rapidement dans la cage. On a réussi à récupérer le récepteur. On va pouvoir le décrocher et télécharger ses données. J'ai hâte, il est au fond de l'eau depuis presque 18 mois. Les données pourraient confirmer que de très gros requins blancs circulent entre ces îles et Bremer Bay. On sait que nos requins des îles Neptune voyagent souvent vers l'ouest. Certains de nos requins marqués ont été détectés par des récepteurs en Australie occidentale. Donc c'est tout à fait possible que vos requins marqués soient détectés par des récepteurs ici. En associant ces données à celles recueillies pendant 10 ans, les chercheurs découvrent qu'un mâle de plus de 5 mètres a fait la navette entre les îles Neptune et Bremer Bay. C'est la preuve que de très gros requins blancs fréquentent la même zone que les orques et les calmars géants. Quelques minutes à peine après le retour des plongeurs, le bateau est cerné par les requins. Dave Riggs veut mesurer la température de leur corps et voir si elle correspond à celle du tueur du requin alpha. On se sert d'une caméra infrarouge pour voir hors de l'eau. Ces animaux ont une température du corps élevée. On va le savoir tout de suite. Le squale doit remonter à la surface pour que la caméra capte un signal de chaleur. Te voilà. Quand il sort de l'eau, on voit très nettement qu'il a une température du corps élevée. Elle est d'environ 26 ou 27 degrés, la même température indiquée par notre émetteur dans le ventre de l'animal. Le tueur du requin alpha a plongé à 580 mètres, une profondeur à laquelle nagent les grands requins blancs. L'émetteur est resté à une température stable de 26 degrés, malgré les 8 degrés ambiants, qui correspond à la température de leur corps. Tout concorde. La question suivante est de savoir ce qui a pu motiver un grand requin blanc à manger notre femelle subadulte. Tout un ensemble de raisons peuvent expliquer cette attaque. C'était peut-être une simple querelle de territoire, ou peut-être qu'il avait faim. Les grands requins mangent les petits. Les preuves sont formelles. Le coupable serait un autre grand requin blanc, un cannibale. Mais la vitesse de l'attaque reste suspecte. Pour tuer une femelle de 3 mètres, le tueur devait être rapide comme l'éclair et de taille colossale. Dès les premières lueurs de l'aube, Dave Riggs est sur le pont, dans l'espoir d'apercevoir un tel monstre des mers. Gardez les bras à l'intérieur et restez dans la cage.
Cela fait 10 ans qu'il a été attaqué à bord d'un canot par un grand requin blanc extrêmement agressif. Je n'ai jamais plongé avec un grand blanc. C'est la première fois. Un gros mâle traîne par ici. Andrew et Rachel l'ont baptisé Molga et ils l'ont vu plusieurs années de suite. Il est largement assez gros pour avoir pu tuer notre femelle à Bremer. J'ai une petite appréhension. Ce sont de vrais monstres et je ne suis pas un héros. Immédiatement, 6 requins blancs cernent la cage. Ceux-ci sont des individus subadultes. Ils ont atteint un âge crucial. Ils commencent à se nourrir de mammifères. Et fait inhabituel, ils semblent se déplacer en meute. Mais quelque chose les fait fuir. Soudain, comme surgi de nulle part, Mulga fait son apparition. Il mesure plus de 5 mètres de long et pèse environ 2 tonnes. C'est la taille maximale chez cette espèce. Il est capable d'attaquer à plus de 50 km/h. Sa stature en dit long sur ses qualités de chasseur. Pour devenir si gros, un requin doit être capable de dominer tous les autres. Ce super prédateur mangerait sans peine un squale de 3 mètres. On a vu quelques requins de 4 mètres et demi ou 5 mètres. J'étais nerveux, mais maintenant que je suis allé dans l'eau avec eux, je comprends mieux comment ils interagissent. Molga est particulièrement énorme. Ah ouais, magnifique. Il a une sacrée présence. Depuis des générations, ces requins des îles Neptune partent sans doute chasser dans la zone prédatoire de Bremer Bay, appâtés à la belle saison par l'abondance exceptionnelle de proies. C'est là, dans ces eaux alimentées par les hydrocarbures, que se cache peut-être le plus gros des calmars géants. Des eaux tellement riches qu'elles attirent la plus importante population d'orques d'Australie. Mais dans l'affaire du requin alpha, les preuves accusent un unique coupable. Je pense qu'on peut conclure que le tueur le plus probable est un grand blanc. Ça ne fait aucun doute. Ils en sont parfaitement capables. Ils interagissent parfois et peuvent être agressifs. Une question reste sans réponse. On ne peut toujours pas expliquer la fréquence de ces attaques entre individus d'une même espèce. Cette zone serait-elle le royaume des plus grands prédateurs des océans ? Les eaux où ils doivent venir s'entretuer pour conserver leur place au sommet de la chaîne alimentaire. Je vais continuer à explorer cette zone. Ce canyon cache encore beaucoup de secrets et l'objectif est avant tout de le protéger, car il est essentiel.